Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand, de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. Si vous avez suivi les débats pro et anti-Raoult, vous pensez peut-être que les gens ont soudainement perdu la tête. Mais la vérité, c'est que les gens sont exactement comme avant. L'intérieur a toujours coloré l'extérieur. Et c'est pour ça qu'au fond, tous les détails de l'histoire n'impactent pas vraiment le déroulement des choses, comme si ces détails n'existaient pas. Ce qui impacte le déroulement des choses, ce sont les émotions, les énergies, les symboles et les valeurs internes sous-jacentes au débat. Parce que les gens n'interprètent pas le débat au regard des informations qui arrivent maintenant, mais au regard des énergies, des symboles et des valeurs qu'ils ont en eux et autour desquelles ils gravitent depuis des années et des années. C'est ça qui colore leur perception. Par exemple, de toute évidence, beaucoup de gens n'attendaient qu'un événement comme le Covid-19 sur lequel projetaient leurs énergies et leurs symboles conspirationnistes, autour desquels leur esprit gravitait depuis des années et des années. Ce qui est pourquoi c'est tellement facile et évident pour eux de sortir des arguments conspirationnistes maintenant. Ils le faisaient déjà bien avant toute cette histoire. Et leur cerveau a simplement à ajuster un peu tous ces schémas préexistants pour coller avec la situation actuelle. Ils étaient chargés d'une certaine énergie et cette énergie s'exprime. Aussi, depuis bien avant le coronavirus, certaines personnes étaient dans l'attente d'une figure comme le professeur Raoult sur laquelle projetaient leurs besoins émotionnels et symboliques. Ils l'attendaient bien avant qu'ils ne le connaissaient. Et aujourd'hui encore, en fait, ils ne le connaissent pas. Ce qu'ils connaissent, c'est leur projection subjective et symbolique du professeur Raoult. Comme s'ils avaient en eux un socle symbolique dans lequel l'image du professeur Raoult s'ancre très bien. C'est assez flagrant au niveau de tous les messages d'admiration, d'adoration, voire de louange, qui présentent le professeur Raoult comme un sauveur pur, brillant, honnête, formidable, animé par la lumière et l'honneur, se battant contre le mal. Il y a un archétype symbolique derrière tout ça, et cet archétype symbolique ne vient pas de l'extérieur. C'est un archétype symbolique que beaucoup de personnes avaient besoin de voir exister et de projeter sur quelqu'un, peu importe que ce soit approprié ou pas. Beaucoup de personnes sont tellement en manque d'une personne courageuse et honnête qui va les sauver qu'elles projettent cette image à tort sur certaines personnes qui ne correspondent pas vraiment à ce symbole. Et en disant ça, je ne suis pas en train d'insinuer que le professeur Raoult est un sale type. Non, je suis en train d'insinuer que c'est un être humain plutôt normal et que la projection presque évangélique qu'en font certains vient de l'intérieur. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'extérieur, on peut trouver beaucoup d'informations conflictuelles sur le professeur Raoult. L'esprit de certaines personnes décide de le voir comme une sorte de saint. Et elles n'ont aucune envie de vérifier si c'est justifié ou pas. Pour eux, la question de la vérification ne se pose même pas. Ça en dit long sur ce qui est le plus déterminant entre l'intérieur et l'extérieur. L'intérieur colore l'extérieur. Les émotions et les énergies internes sont comme des filtres. Les premiers filtres. C'est-à-dire que notre esprit n'absorbe pas objectivement toutes les informations externes pour ensuite les traiter à l'intérieur. Non, depuis la base, les informations que l'on absorbe sont absorbées par nos énergies internes, et donc correspondent et sont colorées par ces énergies internes. Car une énergie interne ne peut apporter que des informations de la même nature, ce qui est pourquoi nous avons des trous béants dans notre absorption des informations. Car si nous n'avons pas certaines énergies, nous n'absorberons pas les informations associées. Ces personnes qui projettent le professeur Raoult comme un saint, ça fait très longtemps que leur esprit était dans l'attente d'un sauveur, d'un homme providentiel. Il était échafaudé pour ça. Le symbole intérieur était prêt et chargé. À l'apparition du professeur Raoult, l'énergie qui était en eux n'a fait que sauter sur l'occasion pour associer le symbole interne avec cette personne-là. Si vous voulez, ce sont grosso modo les mêmes dynamiques que la passion amoureuse que l'on peut avoir pour une personne. Quand on tombe amoureux d'une personne, de 1, notre cerveau aime davantage la projection subjective et idéalisée de la personne que la personne en elle-même. Autrement dit, notre cerveau aime davantage le symbole que représente cette personne pour lui. Un peu comme s'il aimait son propre amour en fait, mais qu'il avait besoin de l'associer avec quelqu'un de réel pour ça. Et de 2, notre cerveau était déjà prêt à aimer une personne pouvant représenter ce symbole, bien avant qu'on rencontre cette personne-là. Il était déjà dans une recherche inconsciente d'une personne pouvant être associée à ce symbole. Il était déjà dans un besoin d'expression de ce symbole dont l'énergie associée était chargée. Pour s'autoriser à exprimer la valeur de ce symbole, il voulait simplement trouver une personne correspondant à un minimum. Autrement dit, notre esprit est comme une sorte de terrain miné de symboles et de valeurs. Et les mines explosent quand notre esprit rentre en contact avec le moindre événement, le moindre objet, la moindre expérience pouvant être associée avec. Par exemple, pour les conspirationnistes, les conspirations sont comme des mines bien amorcées dans leur esprit. Et au moindre événement émotionnel, ces mines se déclenchent.
c'est la faute du gouvernement, c'est la faute des milliardaires, etc. Et ils dramatisent tout sans demi-mesure. C'est terrible ce qui se passe en ce moment, vous comprenez pas etc., etc. Ces schémas narratifs sont tellement renforcés et amorcés qu'ils peuvent exploser au moindre événement pouvant être suspecté. Comme un système d'alarme trop sensible qui détecte de fausses alertes. Ces personnes font des projections externes, des symboles et des valeurs conspirationnistes qui les animent de l'intérieur. Elles ont des hallucinations symboliques et conceptuelles, c'est-à-dire qu'ils n'hallucinent pas des formes sur le monde, mais du sens. Quand tu es dominé par la peur, la méfiance et l'inquiétude, alors la peur, la méfiance et l'inquiétude colorent ta réalité. Elles dégoulinent et débordent sur tout le reste. Elles se répandent de manière irrationnelle. Aussi, les gens ont tendance à projeter les sentiments de leur vie personnelle sur le monde. C'est-à-dire que par exemple, quand tu as peu confiance dans tes relations personnelles locales, ou que tu manques de relations personnelles de confiance, ça crée une atmosphère existentielle qui fait que tu auras tendance à être méfiant de toutes sortes de choses plus globales, comme le gouvernement et les médias par exemple. Le local colore le global. Alors que quand tu es rempli de conscience dans tes relations personnelles locales, ça apaise ta méfiance sur tout le reste. Quand on vit une crise et de gros bouleversements dans notre vie personnelle, ça va créer une atmosphère existentielle qui fait qu'on va avoir beaucoup plus l'impression que le monde est sur le point de changer. Avec Internet, c'est assez facile de se rendre compte des dynamiques énergétiques internes qui sont derrière l'expression externe. Parce que beaucoup de commentaires conspirationnistes se ressemblent énormément, comme s'ils venaient du même cerveau et qu'ils étaient animés par la même intelligence, par le même esprit. La structure est la même, la logique est la même, les mots sont les mêmes, le ton est le même, les sentiments sont les mêmes, l'intention semble la même, etc. Comme si les gens s'étaient concertés ensemble. Ce qui est pourquoi j'apparente le terme énergie avec les termes esprit et valeur. Par exemple, si j'ai envie de lire un manga, j'ai envie de retrouver l'esprit manga. J'ai envie de retrouver les valeurs et les codes de style de bande dessinée. Quand on pense à l'armée et aux militaires, on pense à l'esprit militaire, les valeurs militaires, etc. comme s'il y avait un esprit uniforme. Quand tu es animé par une énergie particulière, c'est comme si tu étais animé par un esprit et des valeurs particulières. Bref, au bout d'un moment, quand on lit les commentaires conspirationnistes, on a vraiment l'impression d'avoir déjà lu les mêmes commentaires plusieurs fois. Il n'y a plus aucune originalité. Ça tourne en boucle. Les commentaires forment une masse informe. On n'a vraiment pas l'impression que ça vient de personnes différentes. On dirait pratiquement des bots en fait. Des bots qui sortent et recyclent automatiquement la même chose à 2-3 variations près. Ça casse l'illusion d'individualité et d'agentivité individuelle. Ça devient clair que la vie des gens ne leur appartient pas vraiment individuellement, et que les vrais personnages du théâtre de la vie, ce sont les énergies. On passe dans un paradigme d'agentivité énergétique, dans lequel c'est l'énergie qui cause et inspire les comportements et leurs propriétés. Chaque énergie étant partagée à travers plusieurs organismes. Les gens ne vont pas exprimer leurs énergies internes totalement indépendamment des circonstances, mais pas loin. Le lien entre l'expression et les circonstances sera très lâche. C'est-à-dire qu'il suffira que les circonstances évoquent d'une moindre manière une énergie qui est forte dans une personne pour que cette personne exprime cette énergie. Ce qui est pourquoi les gens ont une identité reconnaissable et prévisible d'ailleurs. Peu importe les circonstances, leur attitude et leurs réactions sont fidèles à eux-mêmes. Le truc, c'est que quand tu es face à une seule personne qui exprime des idées qui te paraissent insensées, tu peux assez facilement te lancer dans l'entreprise de la raisonner comme si c'était possible et raisonnable. Quand il n'y a qu'une seule personne dans ton environnement direct, ça ne paraît pas vraiment fou d'essayer de le faire changer d'avis. Parce que le fait qu'il n'y ait qu'une seule personne, ça te laisse penser qu'elle a les idées qu'elle a un peu par hasard. Et qu'avec les bons arguments, tu pourras facilement la faire changer d'avis. Comme si au fond, la personne était indépendante de sa position et qu'on pouvait changer sa position sans la changer elle. Mais comme je vous l'ai déjà dit dans de nombreux épisodes, c'est une grosse erreur. C'est de la folie de croire qu'on peut changer la logique d'une personne et la faire changer de position sur une courte fenêtre de temps. En fait, bien souvent, c'est de la folie de croire qu'on peut ne serait-ce qu'échanger avec une personne. La communication en tant qu'échange, c'est souvent une illusion. Parce qu'encore une fois, nos énergies agissent comme des filtres. Et donc, si tu n'as pas les mêmes énergies que ton interlocuteur, l'échange est techniquement impossible. Même si on vous laisse parler pendant des heures et des heures et des heures, il n'y aura aucun échange. Comme si vous étiez bloqué dans des dimensions parallèles qui ne peuvent se toucher, et que vos paroles se confrontaient à des murs invisibles. Mais grâce à Internet, on est dissuadé de croire à cette possibilité illusoire. Parce que de voir sur Internet tous ces commentaires s'accumuler et tomber comme la pluie, ça fait prendre du recul et réaliser que ça n'a rien à voir avec le hasard.
Ça te fait réaliser qu'essayer de changer la position d'une personne sans la changer elle est pratiquement aussi absurde que d'essayer de changer le type de feuille qui pousse d'un arbre sans changer l'arbre en lui-même. C'est comme essayer de vouloir faire de la vraie magie. Ça te fait réaliser qu'on fait partie des énergies de la nature et que cette expression énergétique, il s'agit d'un phénomène naturel, de la même manière que la pluie est un phénomène naturel. Et il est pratiquement aussi insensé de vouloir arrêter la pluie en argumentant contre le ciel qu'il est insensé de vouloir arrêter l'expression de ces idées en argumentant contre les énergies d'où elles sortent. Et c'est pareil pour toutes les autres énergies. Par exemple, toute la masse de personnes qui font des commentaires de louanges, de grands remerciements et de respect au professeur Raoult, tu sens qu'ils comprennent pas vraiment eux-mêmes pourquoi ils font ça. Ils sont simplement poussés à le faire de l'intérieur par certaines de leurs énergies qui se sont ancrées sur le professeur Raoult. Ils se sont mis à ressentir cette énergie vis-à-vis du professeur Raoult avant de connaître les détails de la situation et du personnage. Et encore une fois, pour beaucoup, ils les connaissent toujours pas. Encore une fois, c'est exactement comme quand l'amour qu'on a à revendre s'ancre sur une personne. On devient poussé à rationaliser cet ancrage et l'amour que l'on ressent pour cette personne. Mais contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas un flux énergétique qui circule de cette personne vers nous, comme si cette personne irradiait de l'énergie. Non, c'est une illusion. C'est à l'envers. Le flux énergétique circule de nous vers cette personne, comme une sorte de saignement. Même si, encore une fois, tout se passe en interne. C'est l'image symbolique de la personne qui est en jeu. Et au passage, c'est aussi pareil pour tous les zététiciens qui ont fait des critiques sur Raoult. Leur énergie et leur valeur interne à eux, elles attendaient un cas comme Raoult bien avant qu'il n'arrive pour se déverser sur lui. Pour eux, c'est aussi facile et stimulant de faire de la zététique sur le sujet que pour d'autres, c'est facile et naturel de faire de la zèle pro-Raoult. De plus, beaucoup de zététiciens sont également animés par l'énergie de débunker. Et cette énergie entraîne, je pense, une forme de fermeture d'esprit par défaut vis-à-vis de beaucoup de choses. Chacun exprime ses énergies dominantes avec de bonnes intentions, en pensant être juste. Les zététiciens ne l'admettront peut-être pas, mais pourtant c'est le cas. Et ils ne font pas juste ça pour l'exercice, ou parce qu'ils ont décidé malgré eux que c'est la chose à faire, alors qu'ils préféraient faire autre chose. Non, ils aiment faire ce qu'ils font. Ils se forcent pas du tout. Personne ne fait exprès d'exprimer des choses qui dérangent les autres. Chacun ne fait qu'exprimer sa nature. La vérité, c'est que le phénomène Raoult est propulsé par des forces psychologiques qui n'ont rien à voir avec le débat sur ses travaux ou tout autre détail. C'est pratiquement un choc d'énergie préexistante. Et justement, pour revenir à ce que je disais dans l'épisode 223, c'est pour ça que le look du professeur Raoult a été bien plus décisif que certains ne l'imaginent. Son look s'ancre bien dans un socle symbolique et conceptuel bien établi. Vercingétorix, Gandalf, Père Fouras, Dumbledore, il y a plein de gens qui font le rapprochement. Et ces personnages symbolisent l'autorité, la sagesse, la direction, etc. Ce qui veut dire que son apparence s'ancre très bien dans un certain socle conceptuel. Ça induit un rôle et des valeurs associées aux personnages qui ont ce type de look. Et cette induction joue énormément dans le jugement que les gens ont de lui. Parce qu'encore une fois, les gens vont halluciner le symbole interne. Et ils vont apprécier non pas la personne objective, mais le symbole interne qu'ils projettent sur l'extérieur. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez pourquoi c'est parfaitement logique que le professeur Raoult soit quasiment considéré comme Jésus ou comme Dieu par certains. Pour beaucoup, Dieu est en effet une hallucination symbolique qui émane d'un trop fort besoin d'avoir une figure symbolique représentant la direction, l'autorité, la sagesse, etc. Parce que oui, nos besoins d'expression ne sont pas du tout les mêmes. Plus notre besoin dans une certaine valeur est fort, plus on va halluciner cette valeur. Par exemple, les conspirationnistes sont des personnes qui ont trop fort besoin d'expression à ce niveau. Certaines personnes ont un très gros besoin d'une figure symbolique représentant la direction, l'autorité et la sagesse, mais personne de concret sur lequel ancrer cette énergie. Cependant, comme c'est un besoin, il leur faut quelque chose. Et ainsi, Dieu, c'est grosso modo une hallucination que leur esprit produit pour combler leurs besoins d'expression en l'absence d'une figure concrète sur laquelle ancrer ce trop d'appétence énergétique. Le trop plein d'énergie crée l'hallucination symbolique afin que l'énergie puisse se dissiper sur quelque chose. Et donc avec Raoult, on est sur quelque chose d'intermédiaire. C'est toujours une hallucination symbolique, mais ancrée sur une figure qui existe réellement. Mais ce sont les mêmes valeurs. Direction, autorité, sagesse, etc. Et encore une fois, les gens vont apprécier non pas la personne objective, mais le symbole interne qu'ils projettent sur l'extérieur. De la même manière que quand on aime une personne, on aime surtout la projection subjective et idéalisée qu'on a de la personne. On aime le symbole que l'on projette. On aime notre propre amour qui est ancré sur cette personne. C'est une manifestation d'un biais qui s'appelle l'effet de halo.
Certaines personnes ont critiqué la vidéo où je parlais du rôle décisif du look de Raoult, comme quoi c'était ridicule, alors que l'effet de Halo est un biais super solide. Je veux dire, le casting dans le cinéma repose pratiquement sur cet effet-là. Les gens veulent voir des acteurs et des actrices qui correspondent au rôle des personnages, parce que c'est ça qui crée la crédibilité conceptuelle du rôle. C'est ça qui va les faire vibrer et les immerger durant le film. C'est-à-dire que c'est ça qui autorise le cerveau à projeter la crédibilité et les émotions qui vont avec. Ou le manque de crédibilité, si justement il n'y a pas de correspondance. Notre esprit peut exprimer et ressentir des énergies. Il peut vibrer. Mais il ne va pas exprimer et ressentir les énergies si aucun ancrage pour ces énergies n'est approprié. Il faut les bonnes clés. Plus il y a un ancrage approprié, plus il va vibrer et exprimer et ressentir les énergies. Et donc on en vient au pourquoi du comment, les arguments pour faire changer d'avis se font dans le vide. À partir du moment où une personne est entrée dans une position idéologique, l'a acceptée comme vraie, et s'y est attaché sans jamais raisonner sur les fondements de cette position, il est souvent vain de croire qu'on pourra utiliser les manques de fondement de cette position pour la raisonner à en sortir. Imaginez que vous êtes fou amoureux d'une personne, mais que ce n'est pas vraiment réciproque, et que cette personne ne peut pas être avec vous. Cette personne, elle va pouvoir essayer de vous convaincre qu'elle n'est pas la bonne personne pour vous. Elle va vous exposer ses défauts, elle va vous lister plein de raisons pour lesquelles ce n'est pas une bonne idée, etc. Mais est-ce que ça va éteindre votre amour ? Non, ça va pas marcher. Pourquoi ? Parce que depuis le début, la réalité objective ne compte pas. Elle n'a jamais vraiment compté plus que ça. Tout vient essentiellement des symboles et des valeurs intérieures. Et tant qu'il n'y a pas une extinction de l'expression de l'intérieur sur l'extérieur, ça ne changera pas. Pour terminer, je voudrais revenir encore une fois sur le terme énergie et pourquoi j'emploie ce terme. Quand je parle de psychologie, je ne suis pas du tout quelqu'un qui utilise le terme énergie en référence à des ondes ou des vibrations physiques ou tout autre concept de bas niveau. Non, je parle d'énergie en tant qu'extension psychologique et émotionnelle du terme, en tant que quelque chose de très relié à notre expérience subjective, de très relié à notre humanité et à nos valeurs. Mon utilisation du terme énergie se rapproche des termes émotion, humeur, esprit, force vitale et valeur. Valeurs que l'on ressent à l'intérieur, qui nous attirent, que l'on exprime et que l'on incarne. Valeurs qui nous rassemblent ou qui nous opposent. Intuitivement, les termes valeur et énergie sont distants, mais je les associe pour mettre en évidence que les valeurs que l'on a ne sont pas inertes. Ce ne sont pas des concepts statiques. Non, ce sont comme des entités qui ont leur propre vie à travers nous, leur propre cycle, et qui sont à la source de nos comportements. Je devrais peut-être inventer un néologisme, quelque chose comme valénergie ou valorgie, pour clarifier mes propos. Mais en gros, l'idée c'est que nos organismes génèrent continuellement certaines charges de valeur interne, certaines énergies. Cette génération crée des besoins d'expression des valeurs, un besoin de les ressentir. En gros, à un moment donné, il faut que ça sorte. Et donc, nos organismes doivent continuellement trouver des moyens externes de libérer les différentes charges énergétiques qui sont remontées, ce qui mène à des comportements et à divers engagements dans telle ou telle chose, telle ou telle activité. Et pour assouvir ce besoin d'expression, on privilégie les encres qui nous passent sous la main et qui sont les plus appropriées à la valeur. Même si nos critères s'élargissent de plus en plus quand la charge monte, mais que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu d'encre adéquate qui nous est passée sous la main. Je parle davantage de ces dynamiques énergétiques dans l'épisode 190. Et à l'avenir, je ferai pas mal de vidéos sur ce thème. J'ai plein de choses à dire, et j'ai encore pratiquement pas fait de vidéo sur le sujet. Parce que c'est plutôt un thème que j'ai bien pensé au début des années 2010, donc je suis passé à l'approfondissement d'autres sujets depuis. Mais il faut vraiment que je fasse des vidéos là-dessus, car peu de personnes ont conscience de ces dynamiques énergétiques, de la manière dont je les conçois. Bref, en l'occurrence, toute cette histoire sur le professeur Raoult est une encre sur laquelle beaucoup de valorgies, qui existaient avant, se sont ancrées pour s'exprimer. Et le déroulement de cette histoire en dit plus long sur ces valorgies sous-jacentes que sur le débat spécifique en lui-même. Le débat et ses spécificités sont pratiquement sans importance en fait. Ça n'affecte pratiquement pas le déroulement de ce qui se passe. Ce qui est pourquoi tout est très émotionnel autour de cette histoire. Tout le débat n'est pas dirigé par l'intellect du tout. Contrairement à ce qu'on peut imaginer, l'essentiel de cette histoire n'est vraiment pas à propos du professeur Raoult et des détails spécifiques au débat Raoult. En réalité, je pense qu'il doit y avoir à tout casser 1% des gens qui ont intégré les détails spécifiques de cette histoire avant de s'exprimer. Tous les autres ont réagi par défaut, de manière automatique, en se basant sur leur propre valorgie. Pratiquement comme des robots en fait. Et leur valorgie était chargée comme ça, bien avant toute cette histoire. Repensez à l'image des mines, qui sont prêtes à détonner. Ce qui est pourquoi, encore une fois, les spécificités jouent un rôle très secondaire. Beaucoup ne sont même pas conscients des spécificités, mais s'expriment quand même, en se basant sur les valeurs générales qu'ils ressentent. Et parmi ceux qui sont conscients des spécificités, pour la majorité, sont pratiquement des excuses pour exprimer telle ou telle énergie.
Autrement dit, les énergies profitent de toute cette histoire pour s'exprimer, comme elles le font depuis la nuit des temps. De l'énergie émergent les idées, les positionnements, etc. qui correspondent. Donc ça ne sert à rien d'agir au niveau intellectuel pour convaincre quelqu'un de changer d'idée. Ou tout du moins, ça ne sert à rien de chercher à le faire dans une discussion. Ce que je fais personnellement, c'est que je m'engage de temps en temps dans les arguments, mais sans chercher à obtenir un changement, sans attachement à un résultat particulier. Je pars du principe qu'il n'y a rien que je puisse faire intellectuellement pour empêcher la personne de penser comme elle pense, d'interpréter comme elle interprète et d'exprimer ce qu'elle exprime. Parce que tant que l'énergie associée aux anciennes idées reste active dans une personne, ou que cette énergie n'est pas déviée sur une autre encre, la personne ne changera pas. On ne peut pas résoudre les conflits au niveau intellectuel. Le changement est possible, mais pas dans une discussion d'arguments. L'échelle de temps est beaucoup trop courte. Vous savez, quand on est amoureux d'une personne, on est incapable de lui voir des défauts. C'est-à-dire que même les défauts qui pour nous ne passeraient pas du tout sur notre personne, sur elle, on trouve que ça fait partie de son charme, que c'est mignon, etc. On rationalise et minimise tous ses défauts. On lui donne un passe-droit. Parce que comme on ressent toujours aussi fortement l'énergie de l'amour et de l'admiration vis-à-vis de cette personne, alors on se dit naturellement que ces défauts peuvent pas être si importants. Parce que si ces défauts étaient vraiment importants, on ne ressentirait pas toute cette énergie positive, n'est-ce pas? Pour les adorateurs du professeur Raoult, c'est pareil. Même quand le professeur Raoult mettait en avant son ego de manière exagérée, il y a des supporters qui arrivaient toujours à le trouver humble. Quand on projette tellement de lumière sur quelque chose, même ces points noirs peuvent paraître blancs. Ils étaient comme envoûtés par l'amour et l'admiration. Le professeur Raoult aurait pu dire n'importe quoi, qu'il y aurait toujours eu des gens à lui faire des louanges, tellement ils étaient convaincus et tellement ils avaient besoin d'exprimer cette valeur J sur quelque chose, et que ce quelque chose était pour eux le professeur Raoult. Parce qu'en premier lieu, ces personnes se sont ancrées sur le professeur Raoult, non pas via des arguments, mais via l'émission d'une valeur J qui était déjà bien chargée en eux. Pour ces personnes, le professeur Raoult n'est qu'une encre qui leur permet d'exprimer ce qu'ils sont déjà, qui leur permet d'exprimer certaines de leurs valeurs J internes. Ce qui veut dire que c'est aussi absurde d'essayer de leur faire changer de position que de les faire changer tout court, car elles ne sont pas indépendantes de leur position. Notre organisme est incapable d'instancier à la volée l'expression d'une valeur J en réaction à un événement externe. C'est une vision très naïve de l'émotion. En amont d'une expression énergétique, il y a toujours le chargement d'un stock d'énergie. C'est complètement fantaisiste de croire qu'une énergie peut subitement apparaître de nulle part. Ça va contre les lois de la thermodynamique. Je répète avec d'autres termes, un organisme vivant ne peut pas instantanément synthétiser un ressenti, une émotion, un sentiment, etc. à la demande, sur le moment, en réaction à un événement externe. C'est pas possible. L'événement n'est pas ce qui crée l'énergie qui est exprimée. L'ancrage de l'énergie sur un événement se prépare bien avant que cette possibilité d'ancrage n'existe. L'expression d'énergie en relation à un événement n'est que l'aboutissement d'un processus interne d'accumulation d'énergie qui peut avoir commencé depuis très longtemps. Pensez à la période réfractaire après vous avoir vidé d'une émotion. Votre stock pour cette émotion est vide. Vous pouvez plus la ressentir avant qu'elle se recharge. Ce qui veut dire que ce qui a déclenché cette émotion n'est pas ce qui a créé l'émotion. Bref, sur ce, voilà qui close cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo et laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié. Ça m'aide pour la visibilité. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.